Bonsoir, merci Philippe. Donc je suis un ancien élève de cette maison et j'ai fait un mémoire qui a été accompagné par Philippe. Ce mémoire, j'ai eu sujet assez vite dès que j'ai commencé le master. Nathalie m'avait dit oh, c'est trop vite, il faut attendre un petit peu. Mais j'étais très engagé dans cette histoire-là. Pour vous présenter, donc, je suis directeur d'EHPAD, ça fait 10 ans que je fais ce métier, un petit peu plus. J'ai commencé ma carrière dans le secteur lucratif et j'ai évolué vers le secteur associatif pour me respecter moi-même comme salarié. Je trouvais que c'était mieux dans la vision associative de mon métier. L'article, c'est une synthèse de mon mémoire, donc c'est toujours un peu compliqué de faire la synthèse de quelque chose, mais ça met en relation 3 associations qui sont congréganistes. C'est important, donc congréganiste, ça veut dire issu de congrégations religieuses, catholiques, qui ont eu envie à un moment donné dans leur histoire de coopérer ensemble. Et donc ça m'intéressait. Pourquoi des gens avaient envie de coopérer plutôt que de se manger, ce qui est l'expérience que je connaissais dans le secteur lucratif où un groupe mange un autre, puis un autre, puis un autre. Là, ils avaient envie de coopérer ensemble. Et de mon côté, cette expérience de salarié dans une association, ça a été aussi la prise de conscience de la force de proposition qu'était la vie associative. Je trouve ça assez extraordinaire. Chaque association naît pour répondre à un besoin spécifique, à un besoin qui est vraiment lié à une histoire, qui est lié à une problématique. On ne fait pas de la généralisation, on est vraiment dans une réponse spécifique. Et ça, je trouvais ça extrêmement fort pour la vie associative et que je trouvais du coup que la diversité est une très très grande richesse. Et que dans le secteur qui est le mien, le secteur social et médico-social, il y a un vrai risque de la disparition de cette diversité. En revanche, j'ai vite compris aussi que la question du pouvoir dans la gouvernance associative, elle ne pouvait pas se distinguer d'un exercice démocratique. Et il devait être aussi communautaire et participatif. Peu d'associations le vivent, mais c'est vraiment 3 éléments qui me semblent importants dans la gouvernance associative. Et grâce à mon parcours d'étudiant à l'IAE, j'ai eu la chance de rencontrer Marie Follette, et elle a une très jolie expérience. Elle parle du pouvoir avec, qui n'est plus un pouvoir sûr, mais c'est un pouvoir ensemble. La possibilité que tous ensemble, on ait le pouvoir pour faire quelque chose. Ça déplace un petit peu l'axe. Et c'est tout à fait l'opposé du secteur marchand, en tous les cas tel que je l'ai vécu. Notre secteur aussi a vécu l'impact très fort du managérialisme, et beaucoup d'associations l'ont vécu soit avec une sainte horreur, soit au contraire se sont laissés manger par le managérialisme. Et moi je trouve qu'il y a des leviers intéressants dans le managérialisme. Associatif, c'est pas juste un rassemblement de boy scouts avec des bonnes idées qui sont très gentils. Il faut aussi savoir rendre compte dans l'exercice de nos budgets, de nos utilisations, surtout quand on est, comme nous, subventionné par nos impôts, tout bêtement. Donc savoir en rendre compte et pas sur un discours lénifiant, c'était intéressant. Et certains leviers du managérialisme peuvent être intéressants. Juste vous redire aussi que pour les associations qui œuvrent dans, je ne sais pas si parmi vous il y en a, qui œuvrent dans le secteur social et médico-social, l'horizon est en train de se rétrécir de manière très tangible. Nous sommes tous contraints de nous regrouper, que nous en ayons envie ou pas. On n'a pas le choix. Nous, aujourd'hui, nos tarificateurs ne veulent voir qu'une seule personne. Dans cette salle, ils ont un, tac, vous, les autres, vous dégagez. Donc c'est une réalité pour les associations de ce secteur. Et c'est compliqué pour les petites associations. Il y a des établissements qui sont liés à une congrégation religieuse ou j'ai découvert récemment la problématique des CMPP du 93 qui sont liés, eux, à une dimension municipale et avec des acteurs municipaux qui ne s'intéressent pas, ou par le vent des changements, on passe du rose au bleu, et d'un seul coup, le CMPP, il est plus très intéressant. Donc il y a l'obligation de se regrouper, histoire d'être soi-disant plus fort, mais surtout parce que nos interlocuteurs n'ont plus envie de parler à plusieurs, ils veulent parler qu'à un seul. Le financement pour nous c'est capital parce que nous sommes dans une régulation contrôlée. D'autant plus dans mon association dont les établissements sont 100% habités à l'aide sociale.
On n'a pas d'autre levier que le levier que nous autorisent nos autorités de tarification. Et nos interlocuteurs, et moi c'est mon travail au quotidien, ne prennent pas en compte la réalité d'un établissement, sa différence, son origine associative, sa vocation. Ils s'en foutent. Ils ont en face d'eux des lignes budgétaires. Et il faut que vous rentriez dans les lignes budgétaires. Par exemple, on raisonne en coût du travail. Une aide-soignante, ça coûte 35 000 €. Si vous êtes à 38, vous n'êtes pas bon. Si vous êtes à 30, tant mieux, vous faites une petite économie. Ça veut dire qu'ils ne prennent plus en compte la réalité des collaborateurs qui travaillent avec nous. Quand on arrive à les fidéliser, ce qui est assez rare dans ce secteur d'activité où il y a un turnover très fort, les professionnels qui sont hôteliers, qui sont peu qualifiés, qui ne peuvent pas travailler ailleurs, eh bien nous on les garde parce qu'on les accompagne, mais ils deviennent de plus en plus chers. Ça, les autorités de tarification, ils s'en foutent. C'est tant, c'est pas plus, pas moins. C'est aussi les mesures qui sont prises dans le cadre de nos conventions tripartites, donc la convention qui lie l'autorité régionale, départementale, ou générale plutôt, l'autorité de santé, l'ARS, et l'établissement. On vous impose quelque chose et il faut se battre pour arriver à avoir une vision un peu humaine du travail. Je pense qu'à l'avenir pour nous, il faudra se poser la question d'hybridation des ressources. Nous sommes monodépendants et demain ce sera plus possible. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que le pays n'a plus beaucoup de sous. Et dans mon secteur, les vieux, c'est pas très très intéressant, quoi. Le handicap s'en sort un peu mieux, mais les vieux, il n'y a pas beaucoup de moyens, quoi. Donc demain, il faudra se poser la question de nouvelles ressources. Comment est-ce qu'on va faire? Mais ça, c'est un vrai métier. Vous allez apprendre avec le marketing social. Nous, on n'a pas encore ce métier. Ça veut dire aussi des forces vives qu'il faut rémunérer pour faire cette activité. Dans ce secteur qui aussi s'est considérablement complexifié, alors il y a la gestion des ressources humaines qui devient de plus en plus complexe, les questions financières et budgétaires, j'ai suffisamment insisté dessus, celle de la qualité, du déploiement des normes, voilà, des questions de traçabilité. Pour nous, la loi 2002, la place faite aux usagers, elle est extraordinaire cette loi 2002, mais elle peut devenir extrêmement perverse aussi. Donc la place des usagers, quand vous avez un établissement avec 90% de résidents Alzheimer, faites les élections pour un conseil de la vie sociale. Vous me racontez, hein, je suis preneur de l'expérience. Les établissements qui sont petits, ça devient de plus en plus difficile parce qu'ils ont besoin d'avoir des fonctions support qui les aident. Mais ça coûte cher des fonctions support. Il faut une DRH, il faut un directeur financier, un responsable des systèmes d'information parce qu'on n'en fait pas l'impasse, il faut un secrétariat, il faut un directeur général, il faut une directrice qualité ou un directeur qualité. Ça coûte. Ça coûte un siège. Et pour les petites associations, ce n'est pas possible de le financer puisque c'est impacté directement sur le budget. Et ce qu'on appelle dans le secteur marchand la redevance de marque, dans le secteur associatif, ça s'appelle le budget du siège. Mais il faut que ce budget-là, on puisse le faire passer dans nos propres budgets d'établissement pour qu'ils nous les financent. On ne va pas pouvoir le financer en interne. Certaines associations de ce secteur ont contourné le problème en recrutant sur les fonctions de support des administrateurs qui ont eu un parcours du B2B, donc on a des ex-DRH, des ex-directeurs financiers, qui deviennent responsables, qui deviennent directeurs financiers. Alors c'est complètement cohérent avec la vision associative parce qu'ils sont bénévoles, mais après vous avez un axe de relation salarié bénévole qui n'est pas très très simple, quoi. Quand un administrateur bénévole est le hiérarchique d'un directeur d'établissement, c'est pas simple, il faut que ça soit bien clarifié dès le départ, ces choses-là. En règle générale, ça ne l'est pas. Donc voilà. L'idée donc de ces trois associations qui étaient moyennes, c'était de se regrouper parce qu'elles avaient des valeurs communes
Alors, c'était le grand exercice, c'est quelles sont les valeurs communes. C'est très compliqué de définir des valeurs communes, et plus spécialement quand c'est des associations congréganistes. Parce qu'on en reparle, enfin, tout le temps on parle de nos valeurs communes, on a des valeurs communes, mais on n'est jamais capable de les qualifier, encore moins de les quantifier. Alors je me suis amusé à dire que nos valeurs communes, c'était une espèce d'inconscient lié à Jésus-Christ qui était quelque part, donc les trois congrégations étant issues de religieuses, il y avait Jésus-Christ, donc on avait une espèce de valeur commune qui était la doctrine sociale de l'Église, qui était un certain nombre de choses comme ça. En fait, il y a un inconscient autour des valeurs communes, mais c'est très permanent. Peut-être dans notre manière de regarder l'homme et sa place, l'ouverture des établissements, je ne sais pas, je n'ai pas réussi en tous les cas à bien le qualifier. En tous les cas, ces trois associations, elles ont fait le jeu aussi du réseau. Elles ont accepté de se rencontrer. Et il y a eu toute une phase d'apprivoisement parce qu'elles avaient peur les unes des autres, peur de se faire manger. C'est une vraie problématique dans le secteur. Et la chance a été que les dirigeants, qui sont des dirigeants salariés, les deux directeurs généraux, étaient convaincus qu'on pouvait se rassembler, mettre des forces en commun sans pour autant perdre son identité. Et c'est vrai que les associations, les trois, ont un projet associatif fort. Donc ça, je rejoins bien. Le projet associatif étant fort, on avait une vraie identité, on avait un vrai plan institutionnel, et il y avait un organisationnel qui s'organisait, pléonasme. Mais du coup, on avait une bonne articulation de la vie associative. Donc les trois ont accepté de jouer ce jeu de la rencontre, de s'apprivoiser. Les conseils d'administration se sont rencontrés, ils sont aperçus qu'ils n'allaient pas se manger, qu'ils n'étaient pas si méchants les uns les autres. Et ils ont avancé tranquillement, comme ça, avec une vraie et grande maturité humaine et j'ose dire presque professionnelle. Et puis comme nos associations, c'est difficile à dire, sont liées à des congrégations religieuses et qu'elles sont importantes dans la gouvernance aussi de nos associations, il y en a une qui a dû s'arrêter parce que les congrégations religieuses vivent la même chose que les autres associations. Elles deviennent de plus en plus vieilles, petites, et elles sont obligées de fusionner. Et il se trouve que deux provinces ont dû fusionner pour n'en faire qu'une seule. Et le bureau dirigeant d'une des provinces a dit « Nous, on ne veut pas s'engager sur un projet qu'on ne pourra pas accompagner ». Donc elles ont préféré s'arrêter. Donc l'association, une des associations s'est arrêtée dans l'évolution, dans le partage. Donc il y avait un constat d'échec. On s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin dans la coopération interassociative. C'est un peu bête, mais c'est l'histoire humaine. Et puis, il y a eu une prise de conscience. Les trois associations avaient des systèmes d'information qui étaient complètement obsolètes. Et le système d'information aujourd'hui, enfin, avec l'aspect tarifaire, la GRH, tout ça, c'est très très important. C'est un levier vraiment important. Et elles se sont dit, mais on n'est pas capable, seul, d'engager une réforme complète de notre système d'information. En revanche, à trois, on peut le faire. Et là, la chance, c'est que dans les conseils d'administration, il y a des professionnels qui se sont rendus compte qu'à 40 établissements, là, on pouvait y aller, ce qu'on n'aurait pas pu faire à 10, à 20, parce que ça coûtait trop cher. Et ça a été assez vite aussi, parce qu'il y a eu tout le temps d'approche, de connaissance, de reconnaissance mutuelle, de défiance qui était tombée, et d'apprivoisement. Et ils se sont dit, allons jusqu'au bout de ça, puisqu'on se connaît, on ne peut pas faire ce plateau au service des autres, on va faire... au départ, ils ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient faire, mais ils ont commencé à construire un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il a donné naissance à une association qui a pour vocation de porter le système d'information qui est au service des trois autres. C'était assez futé de l'envisager comme ça. Et ils ont dès le départ posé un certain nombre de règles, et notamment des... Parce qu'on a toujours des valeurs en commun, mais dès qu'on touche ce portefeuille, voilà, on rediscute nos valeurs communes. Donc ils se sont donné un cahier des charges par rapport à ça. Ils ont dit ça, on le fait. Ils ont demandé un engagement sur 3 ans. Ils ont dit ce sera au prorata du nombre d'établissements. Je ne suis pas un homme de chiffres, donc je n'ai pas les chiffres en tête, mais ils se sont donné de vraies règles financières pour poser de façon assez solide et pour que le projet soit pérenne, parce que ça nécessitait une refonte complète et on ne pouvait pas engager comme ça des sommes importantes sans qu'il y ait un vrai engagement.
Ce qui a été sympa dans ce projet associatif, c'est qu'ils ont aussi fait appel à une association qui s'occupait de réinsertion pour repenser les architectures. Donc ça, il y avait une vraie démarche associative de reconnaissance de la diversité et du secteur innovant. Et après, c'est poser la question du pouvoir. Et la question du pouvoir, j'ai bien aimé votre question tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on rentre non plus dans une association pour prendre le pouvoir, mais à un moment ou à un autre, il se pose, et je crois que tous dans cette salle, nous avons des égos, et qu'on ne peut pas faire sans notre ego. Donc la question du pouvoir et de la gouvernance, elle est très importante. Et ils ne sont peut-être pas allés jusqu'au bout du pouvoir avec, mais ils ont eu une astuce que je trouve très intéressante. Pour se préserver, en tous les cas, ils ont choisi que le président de cette association et le directeur général de l'association n'appartiennent jamais à la mère. Si Philippe est le président, moi je suis le directeur, nous n'avons pas la même association. Il n'y a pas de confiscation du pouvoir. Et si Philippe démissionne, ipso facto je démissionne et on rebat les cartes. Et du coup j'ai trouvé qu'il y avait un véritable enjeu démocratique qui s'était joué, c'est pas de confiscation. La question que je posais moi, dans mon travail, c'est que les usagers ont été peu consultés. Les usagers, les résidents, les familles, puisque normalement, la loi 2002 voudrait qu'on aille jusqu'au bout. Les professionnels ont été consultés. Je pense qu'il y a eu des pouvoirs qui ont joué, des poids, donc il y a eu des choix très bêtes de logiciels, et donc dans certains ont été très tristes parce qu'ils devaient passer par une zone d'inconfort pour tout recommencer. Et ça a été un peu mal vécu. Mais en tous les cas, dans l'essence, dans l'esprit, ça a été la volonté que ce pouvoir il ne soit pas confisqué. Et l'autre chose que j'ai trouvé intéressante dans ce projet, c'est très modeste, hein, ils n'ont pas réinventé le monde, ils se sont dit, nous avons à trois réussi à faire cette association qui peut porter des systèmes d'information, on va l'ouvrir à d'autres, sans qu'ils nous appartiennent, ou sans même que nous ayons l'idée de les absorber à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que des petites associations peuvent entrer dans cette association de gestion des systèmes d'information pour pouvoir bénéficier de cette force sans pour autant appartenir à une des trois grosses associations. Et ça, j'ai trouvé que c'était un vrai défi associatif, une vraie ouverture possible. Le partenariat aujourd'hui, il est surtout autour de la GSI, de cette association qui porte les systèmes d'information. Les autres associations ont dû malheureusement vivre leur vie un peu... Enfin malheureusement, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi je dis ça après tout. Elles sont en train de se repositionner dans d'autres dimensions parce que la survie aujourd'hui, c'est vraiment d'être gros, quoi. Et que du coup, les questions de la croissance, elles se reposent. Et on est moins peut-être dans la perspective d'une coopération un petit peu plus... où l'identité de chacune serait respectée. On sent bien que voilà, les établissements de notre association qui sont en province, qui sont seuls sur un département, leur survie, elle est vraiment... soit ils vont chercher un autre établissement, ils sont 2, voire 3, soit ils seront obligés d'être mangés par un autre. Et moi j'ai une vraie conviction, enfin ce mémoire m'a... c'est que la richesse de la vie associative, c'est sa diversité. C'est pas des très gros... Enfin, c'est bien les très grosses associations, j'ai rien contre. Mais la force de la vie associative, c'est de répondre à une problématique donnée, et que ça, c'est la diversité, c'est l'adaptation au terrain, c'est l'intelligence d'une réponse spécifique qui est plus difficile quand le bateau est gros, je trouve. On manœuvre plus difficilement un gros bateau qu'un petit.